Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce dernier débat qui va parler médias, qui va parler du rôle des médias dans la transition écologique. Mon nom est Olivier Schnevely, je dirige le marketing d'un titre nouveau et online qui s'appelle 7.info. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir énormément de personnalités et un très très beau panel pour parler de ça. Alors, on m'avait donné à la base 55 minutes pour faire le tour de la question, ce qui est absolument impossible, parce que déjà le débat est large. Qu'est-ce qu'un média aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens consomment, etc., etc. Donc, très difficile. Et finalement, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière. Et puis, prenons les 100 dernières années pour essayer de comprendre la complexité de tout ça. Les 100 dernières années, mes arrière-grands-parents, ils n'avaient pas tellement de médias. Ils avaient des crieurs, ils avaient des conteurs. Mes grands-parents, ils ont eu les premiers journaux. Et puis, peut-être la télévision en noir-blanc. Mes parents, ils ont eu la presse. Ils ont eu la télévision couleur. Ils ont eu le cinéma. Et moi, qui suis né en 1978, j'ai donc 38 ans aujourd'hui, je suis de cette première année qu'on appelle la génération Y, donc les gens connectés, hyper connectés, etc. Et moi, j'ai eu Internet, j'ai eu les réseaux sociaux, enfin je les ai toujours, j'ai un téléphone portable, je suis connecté en permanence, j'ai eu accès à l'info gratuite, et puis aujourd'hui, à quelque part, avec tous ces réseaux sociaux, etc., on est tous des influenceurs d'une manière générale, on peut tous être un petit peu journalistes, on peut tous être un petit peu reporters, il y a les blogueurs, il y a les youtubeurs, petite anecdote comme ça au Salon du Livre, le plus gros succès des conférences du Salon du Livre cette année, c'était quand Hugo, qui est un YouTuber, est venu en fait parler et rencontrer son public. Je crois que le Salon du Livre a jamais vu en fait une influence pareille. Donc ça prouve à quel point aujourd'hui c'est complexe et c'est difficile de se dire quel est le rôle des médias pour la transition écologique. Alors comme je disais avant, j'ai un super panel de gens autour de moi que je vais laisser se présenter. Pour commencer en petite introduction, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par vous, Monsieur Chalère. Oui, merci. Je pense que c'est plus simple comme ça, voilà, si vous permettez. Oui, me présenter, eh bien, je suis journaliste. Je ne l'ai pas toujours été, je suis venu dans le métier tardivement, et après avoir travaillé dans différents domaines, en particulier l'agriculture, puisque ça a été mon premier métier avec un apprentissage d'agriculture dans la Broye, et l'école d'agriculture de Marcelin. Et j'ai aussi fait un apprentissage de photographe que je n'ai pas terminé. Ensuite, j'ai fait tous les petits boulots possibles et imaginables, et des études de lettres tardives dans les sciences humaines en général, avant de faire du journalisme local et ensuite du journalisme économique et financier. Voilà. Et aujourd'hui, par rapport à la thématique... je suis rédacteur en chef de la GFI depuis 2009. Et la GFI vient de déménager tout près d'ici, à Échandon. Et nous faisons, en tant qu'entreprise, une expérience de cadre de travail paperless et le plus écologique possible dans un environnement qui soit le plus irréprochable de ce point de vue-là. Mais je crois qu'on est encore loin du zéro reproche. Voilà. Merci. Philippe. Philippe Lebet. Alors, je suis venu en Suisse en 1980 parce que j'ai suivi mon épouse. Et oui, française comme moi, je suis français. Elle était nommée première danseuse au théâtre de la ville de Berne. Et je l'ai suivie. Puis je me suis dit, que faire ? Parce que suivre, ce n'est pas suffisant, il faut faire autre chose. Et je suis devenu donc journaliste, voilà, tout simplement. Donc ATS, Radio Suisse Internationale, Tribune de Genève, Bilan, l'Hebdo, Radio Suisse Romande, de nouveau l'Hebdo. Il n'y a que la télévision, ça n'a jamais marché. Je pense que c'est à cause de ma tronche, probablement. Merci. Léla Delarive, alors je suis avocate de formation. J'ai pratiqué le barreau pendant 13 ans en ayant ma propre étude. Et petit à petit, j'ai commencé à entrer, à mettre un petit doigt de pied, ensuite un peu plus dans le monde de la télévision. Et il y a une année environ, j'ai lancé une chaîne de télévision que je voulais citoyenne, qui a pour vocation de susciter et de satisfaire la curiosité, d'où le nom Be Curious.
Alors c'est toute une aventure très douloureuse, mais qui a vraiment pour volonté d'essayer d'apporter un spectre différent, un prisme différent sur la société dans laquelle nous évoluons. Voilà. Merci. Bonjour. Alors je pense dans le jargon sportif du journaliste, je crois que je suis ce qu'on appelle le régional de l'étape. Je suis de l'EPFL, je suis un peu votre hôte ici, j'ai mes bureaux à 50 mètres d'ici. Je suis de formation physicien, théoricien, puis astrophysicien, donc cherchez l'erreur. Si vous me demandez pourquoi je suis dans ce panel, il faut demander à Barbara. Parce que vous êtes très médiatique. Ah c'est ça, c'est pas ce qu'elle m'a donné comme et critique raison. et intéressant dans vos interventions. D'accord, ça me va. Et puis voilà, on verra où mènent les débats, mais je me réjouis. Aussi. Ah oui, puis je m'occupe du centre énergie ici, de l'EPFL, accessoirement. Bonjour, Alexandre Pache, conseiller en communication spécialisé dans l'environnement et le développement durable. J'ai un atelier qui fait des supports de communication, site internet, enfin, tout type de support qui s'appelle Eco & Co. Et par ailleurs, j'enseigne la RSE et la communication sur l'environnement à l'université de Cergy, Pontoise. Et je suis franco-suisse. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Dorothée Brouez. Je suis rédactrice en chef adjointe de Up Magazine, qui est un journal en ligne et qui est consacré à la veille sur l'innovation, qui essaye de repérer les émergences et de voir quel sens on peut donner à tout un tas de dynamiques, hein. Pas seulement l'innovation technique, mais bien d'autres choses. Ce que je voudrais juste dire, c'est que ce qui me semble très important quand on est journaliste, c'est la dimension justement de médiation. J'ai fondé il y a 10 ans une association qui s'appelle Vivagora pour mettre en débat les sujets. Pour moi, le métier de journaliste, c'est un métier de tisseur. Peut-être parce que ma famille est du Nord et était dans le textile, je ne sais pas, mais c'est-à-dire c'est essayer de trouver comment est-ce qu'on rejoint les mondes et comment ils peuvent évidemment entrer en conflit, bien sûr, les révéler, mais poser les dimensions politiques pour faire avancer les choses. Et pour moi, c'est comme ça qu'on peut trouver du sens commun. Merci. Avant de peut-être rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le rôle qu'ont à jouer aujourd'hui les médias dans cette transition écologique dont aujourd'hui la société civile veut s'emparer, on a vu, et on peut considérer le cinéma finalement comme un média comme un autre, et on a vu ce film dernièrement, Demain, qui a influencé énormément de monde. Je pense que c'est un des bons exemples de ce que peut faire aujourd'hui et de ce que peut apporter un média dans la transition écologique. Moi, j'ai une petite question qui me pique aujourd'hui. Quelle est votre impression générale sur l'investiture ou en tout cas l'investissement que donnent les médias pour toutes les thématiques de la durabilité, hormis tout ce qui est nouvelles technologies, parce que ça plaît, c'est assez trendy et surtout ça attire de l'annonceur. Que pensez-vous aujourd'hui de l'écho de ce qui se passe dans la société civile et finalement quel est l'écho réel pour la transition écologique dans votre esprit? Philippe, je vois que... Alors pour faire très court, moi, en ce qui concerne la presse francophone, j'ai le sentiment qu'il y a un avant et un après COP21. J'ai le souvenir d'un rédacteur en chef dire, lors d'une conférence de rédaction, il y a 2 ans, vraiment, non, les lecteurs sont fatigués de l'environnement, l'écologie, ça commence à être un petit peu lassant, donc on va laisser tomber pendant quelque temps. Et le même rédacteur en chef, après la COP21, on aurait dû en faire plus quand même. C'était un petit peu léger et sa réflexion était d'ailleurs tout à fait pertinente. Et j'ai été très surpris de voir également, pas simplement de lire, mais de voir par exemple France 2, pour citer cette chaîne, qui régulièrement dans ses journaux de 13h et de 20h, diffusait des émissions non pas larmoyantes, mais des émissions d'innovation, des émissions qui nous montraient la permaculture, qui nous montraient des habitats vivants nouveaux, qui nous montraient des initiatives se multipliant. On avait l'impression que la France revivait. J'aimerais bien un COP22.
Merci. Un autre avis ? Moi, je serais peut-être un peu plus critique, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on reste extrêmement, comme le disait tout à l'heure André, très comme des enfants à vouloir aller plus loin, parce que on est complètement dans l'injonction paradoxale. Et les enfants en souffrent énormément. On nous annonce que oui, ça change, etc. Puis en fait, ils sont immergés dans l'absurdité, dans la folie. Il suffit de voir tous les livres, Bernard Stiegler qui nous dit que voilà, nous sommes dans un monde totalement fou. J'ai publié il y a 10 ans un livre qui s'appelait Alerte Santé, c'est vrai, sur des lanceurs d'alerte. C'est vrai que les perturbateurs endocriniens, à l'époque, effectivement, personne ne savait trop ce que c'était. Oui. Ça y est, les gens y viennent. Bon, mais mon Dieu, que la fuite en avant est active, et puis les investissements restent extrêmement polarisés. Donc je crois que le Canada Dry est le pire danger, c'est-à-dire s'imaginer qu'avec des niches de transition, peut-être. La vraie question, c'est la cohérence. Est-ce qu'on va pouvoir ensemble, avec effectivement tout un tas d'initiatives extrêmement encourageantes, faire du sens, montrer que oui, ça y est, le monde a basculé. Et pour que le monde a basculé, il faut qu'on voit des désinvestissements. On voit que Engie, ex-Suez, est en train de passer à des changements radicaux. Donc oui, mais il faut le dire, et je crois que pour nous, les journalistes, il y a un enjeu à essayer d'avoir une prospective et donc une longueur d'avance. Et c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut mettre ensemble des signaux faibles, comme en France, nous avons la loi sur les nouveaux indicateurs de richesse, Eva Assas. Nous avons Goodwill qui fait une veille sur l'immatériel et qui qui publie des classements des entreprises selon des bases différentes du PIB. Donc c'est mettre ensemble les choses, montrer que ça peut aller ensemble et que ça fait du sens commun pour nous tous. C'est ça. Et bon, moi je m'intéresse particulièrement aux biotechnologies aujourd'hui. J'étais à Amsterdam pendant 4 jours sur la biologie de synthèse. Vous voyez que c'est la fuite en avant pour faire des organismes qui vont nous faire des microbiotes, qui vont parfaitement fonctionner, piloter les phages, qui vont remplacer les antibiotiques, etc. Mais qu'est-ce qu'on va piloter ? Est-ce qu'on ne va pas directement vers la catastrophe ? Donc il y a une ambivalence extrêmement forte entre une fascination pour des choses où on se dit, oui, peut-être ça peut donner des solutions à nos pollutions, mais il va falloir avoir une sacrée dose de gouvernance commune. Difficile. Est-ce que tout ça n'est pas trop complexe ? Est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen moyen, le travailleur, qui tous les jours part à la mine le matin à 8h et rentre à 18h après avoir été pressé comme un citron, est-ce que toutes ces thématiques, est-ce que cette biotechnologie, est-ce que toutes ces statistiques et tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui pour s'emparer de la thématique durable, est-ce que c'est pas un petit peu trop complexe ? Est-ce que les gens sont curieux ? Mais justement, je pense que vous posez la bonne question parce que j'ai l'impression que, de manière générale, il y a toujours eu une sorte de clivage par rapport à celui qui détient le savoir. Les médecins, les avocats, les journalistes ont traditionnellement pensé qu'ils détenaient le savoir et que lorsqu'on a face à nous le patient, le client ou les lecteurs, les téléspectateurs, nous sommes ceux qui savons et nous allons vous dire comment ça se passe. Et en fait, grâce à la révolution digitale, grâce au fait qu'aujourd'hui les vannes de l'information sont complètement ouvertes, le patient, le client de l'avocat et le téléspectateur, les lecteurs ont aujourd'hui accès à d'autres informations. Mais ça nous amène à un autre problème, c'est que du coup, on a trop d'informations. Donc on est perdu. Et c'est ce qui, moi, m'a amené à lancer ce média, c'est dire, dans le fond,
moi, qui ai un doctorat en droit, qui ai quand même une certaine formation académique, je m'y perds. Je ne sais pas ce qui est juste ou pas juste. Donc je passe des heures et des heures et des heures à lire et à essayer de comprendre. Donc si moi, avec mon niveau de formation, c'est déjà aussi compliqué, mais alors qu'en est-il justement de celui qui n'a, ou celle qui a peut-être pas le temps, qui doit en permanence courir après son salaire, etc. Donc c'est là où je me suis dit, il faut qu'on arrive à synthétiser. Je suis convaincue, et vraiment, c'est une sorte de mission que je me suis donnée, c'est-à-dire que même de manière divertissante, on peut aborder les thèmes, les thèmes les plus complexes. Prenons les TED Education, ces petites vidéos de 2 minutes 30 qui sont fantastiques. En 2 minutes 30, on comprend l'origine de la maladie Alzheimer. Enfin, on apprend des milliers de choses. Et moi, je pense que l'avenir est là. Donc, si les médias ont un rôle à jouer dans la transition écologique, c'est de faciliter l'accès et c'est de ne pas justement parler un langage savant pour justifier son existence. On a un communicateur dans la salle. Ah ben, allez-y, monsieur Vuille. Et puis ensuite, je rejoins entièrement cet avis, mais avec une complexité additionnelle. Donc, on vivait jusqu'à aujourd'hui dans un monde extrêmement linéaire et très facile à comprendre. Moi, je suis spécialiste du système énergétique, mais le système énergétique, je veux dire, à 99%, vous expliquez aujourd'hui, on met du pétrole dans les voitures, on met du charbon pour faire de l'électricité, puis on met du mazout pour se chauffer. Point barre. Et vous avez expliqué quasi tout. Et c'est extrêmement linéaire, c'est très simple. La transition écologique va faire que le système énergétique, mais le système social, dans son ensemble, va devenir extrêmement complexe, extrêmement multisectoriel, transdisciplinaire, et va requérir de plus en plus des compétences transversales pour comprendre ce qui se passe. On passe d'une économie linéaire à une économie circulaire, on l'a déjà dit, on parle de régénération, on parle de toutes ces nouvelles notions qui font que d'une part, tous les spécialistes jusqu'à aujourd'hui étaient sectoriels. Les scientifiques, la plupart, ils sont cloisonnés, donc ils comprennent leur petit bout de lorgnette souvent. Et vous avez là au milieu les médias qui ont le rôle de faire comprendre ce que c'est que cette transition écologique et qui sont confrontés à une difficulté majeure, c'est qu'ils ont très peu d'interlocuteurs qui seront capables de leur expliquer cette complexité du système. Et eux doivent l'expliquer derrière, à leur lectorat. Et ça, c'est difficile. Et moi, je l'ai vu en étant confronté à ça. Moi, j'ai fait une cinquantaine, je crois, 60aine d'interviews l'année passée. Il n'y a pas un seul papier que je n'ai pas dû largement réécrire. Parce que la moitié était simplement faux. Alors que les mêmes papiers, 2, 3, 4 ans avant, ils étaient globalement très justes. Donc, le rôle des médias, oui, il est essentiel parce que pour expliquer cette transition écologique, il y a un travail phénoménal de vulgarisation à faire, mais où trouver la bonne information? On rejoint le trop d'informations. Il y a tellement de gens qui racontent des tas de choses qui vont dans tous les sens que quelle est la vraie information? Qui dit des choses vraies, qui dit des choses fausses? C'est pas facile. Et si c'était un de nos rôles de trouver, à quelque part, qui sont ces gens à qui on va donner la parole? Ça a toujours été un petit peu... je dirais pas un hobby des médias, mais de piquer des gens en fait finalement qui sortent du lot à un certain moment et de les mettre en lumière pour passer un message. Oui, mais quand vous avez des experts sectoriels dans un système très cloisonné, vous avez toujours le professeur machin qui est un expert dans son domaine particulier, puis vous voulez des réponses dans ce domaine, c'est très facile. Aujourd'hui, on est en demande énorme et en besoin énorme de transdisciplinarité. Et il y a peu de gens qui apportent ces compétences-là. Et donc, souvent, les journalistes, de quelque bord qu'ils soient, peinent à trouver. Donc, ils doivent eux-mêmes aller interviewer les gens dans chacun des secteurs et eux-mêmes faire la synthèse de ce qu'ils ont entendu. Et ça, quelque part, le métier se réinvente. J'aimerais avoir l'avis du communicant sur Alexandre Pache. Oui, alors, bon, moi, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas à proprement parler média, je suis dans la communication, je ne suis pas dans l'information, c'est différent. C'est-à-dire que mon métier, c'est l'art de la persuasion. Ce n'est pas la recherche de la vérité. Mais je pense que aujourd'hui, le bilan des médias concernant la transition écologique est remarquable. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait, il y a un boulot qui est fait, je dirais, depuis une dizaine d'années, d'éducation, oui, bien sûr, de pédagogie, de traduire faire de la traduction français-français, parce que quand vous entendez les gens des entreprises, quand vous entendez les gens du pouvoir public, quand vous entendez les scientifiques, ils jargonnent à mort. On ne comprend rien à ce qu'ils disent.
les stakeholders, les analyses de matérialité, tout ça, personne n'y comprend rien. Donc, ISO 14001, 26000, ISO 26000, les référentiels, il n'y a que les experts qui comprennent ça. S'il y avait que ces gens-là, ce serait catastrophique. La transition écologique ne pourrait pas devenir quelque chose de populaire. Heureusement, il y a les médias qui font un boulot extraordinaire. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent la presse, les médias ne parlent pas d'écologie, ne parlent pas de développement durable. Ce n'est pas vrai. Ils en parlent tout le temps. Et pas seulement pour faire de la pédagogie, mais aussi pour dénoncer. En France, et je pense que vous le voyez aussi en Suisse, il y a une émission qui s'appelle Cash Investigation, mais qui fait plus pour le développement durable que tous les partis politiques verts ou écologistes qui existent. C'est-à-dire qu'ils vont voir, ils font des enquêtes qui durent 1 an, ils passent au crible tout ce que disent les entreprises et ils vont voir le président de l'entreprise en question, ils lui mettent sous les yeux les chiffres et ils lui disent « Monsieur Machin, vous avez dit que vos chaussures sont écologiques. Or, regardez les chiffres, il y a dedans des produits extrêmement toxiques, cancérogènes, à des taux 40 fois plus élevés que ce que permet la loi. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Bon. C'est extrêmement précieux. Et en tant que communicant, j'ai besoin de ces gens-là. C'est-à-dire que... J'ai besoin de ces gens-là parce que je travaille beaucoup avec des entreprises qui sont des PME, qui n'ont pas des gros moyens face aux mastodontes qui peuvent faire du greenwashing à tour de bras. Greenwashing, écologie de façade. Donc j'ai des gens qui font des nettoyants vraiment écologiques, qui font des immeubles en bois, qui font des... Bon. Et eux, ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas acheter de la pub dans les grands médias. Donc on passe par les médias, on passe par la presse, on passe par Internet... Alors, la seule chose, c'est quand on travaille avec la presse, il ne faut pas les baratiner. C'est-à-dire qu'il faut parler vrai avec eux. Donc est-ce que la presse va trop vite ? Est-ce qu'aujourd'hui, la presse ne prend plus le temps ? Non. Les médias ne prennent plus le temps. On parle de Cash Investigation qui prennent 1 année pour faire un reportage. Est-ce que la presse, aujourd'hui, est un petit peu trop AFP ? Non. Enfin, je ne trouve pas du tout. OK. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, ce Jalard ? J'ai écouté attentivement tout ce qui vient d'être dit et je suis globalement d'accord. Je suis surtout d'accord avec la dernière intervention. Il y a effectivement un rôle des médias qui est avéré depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis le début. Et je pense que les médias ont joué un rôle d'anticipation, de sensibilisateur, qui correspond tout à fait à une espèce de mission que les journalistes ont l'impression d'avoir, qui est de détecter les tendances. Donc quand la sensibilité verte, entre guillemets, a émergé, et ça remonte quand même à longtemps, hein, les médias le souvenir que j'en ai, c'est que les médias se sont immédiatement emparés de cela. Et depuis lors, à part, comme le dit Philippe Lebet, des phases de lassitude, où on a l'impression où dans certaines rédactions, on a l'impression d'en faire trop, d'en avoir trop fait, et on se dit mais ça lasse le public, on en a assez, il faut lever le pied. Et ensuite, on revient à l'occasion d'un événement, par exemple. Une centrale nucléaire qui dysfonctionne au Japon, ou bien une COP21 ou ce genre de choses, ça repart pour un élan. Et de manière générale, je pense que les questions écologiques et la transition écologique et la transition énergétique en particulier est très bien couverte par les médias, à mon avis, beaucoup plus que ce que le public, je parle du grand public, demande. Et c'est une responsabilité des médias qui le font de manière tout à fait assumée. Et je peux vous dire, l'expérience que j'en ai et ce que j'en entends aussi, dans toutes les rédactions, vous avez 1, 2, 3, 4 spécialistes des questions de transition écologique et souvent des passionnés qui n'aimeraient faire que cela. Et nous qui sommes une toute petite rédaction, on en a 2. Si je les laissais faire, ils ne feraient que cela. Donc à partir de ça, c'est une question de mesure et une question
d'ajustement par rapport aux différentes demandes. Est-ce que l'écologie redonne du sens aussi au métier de journaliste d'une certaine manière dans Oui. dans ce que le monde doit devenir demain? Parce que Oui. c'est finalement le rôle des médias, c'est de donner une information vraie. Oui. C'est une information profonde. Moi, j'aimerais l'avis de Philippe Lebé là-dessus, parce que c'est un journaliste passionné qui a fait beaucoup dans tous les titres où il est passé pour justement mettre en avant les thématiques du durable, et ton avis m'intéresse. Voilà, je crois que la grande difficulté pour un journaliste, c'est d'être à la fois crédible auprès des spécialistes et d'être transparent, compréhensible auprès de madame et monsieur tout le monde. Et c'est ça la grande difficulté. C'est pour ça qu'il convient de s'adresser vraiment à des personnes qui sont capables de communiquer. Et puis si on les trouve toujours quand on cherche. Et une réflexion en ce qui concerne la masse d'informations. C'est vrai, très souvent, moi je me dis, mais à quoi servons-nous? À quoi je sers le matin? Je me pose cette question. Quand je vois Internet, quand je vois Facebook, moi-même d'ailleurs je suis actif dans Facebook, non pas pour parler de moi parce que c'est pas intéressant, mais pour diffuser des idées, tweets. À quoi je sers? Eh bien, je pense que je sers dans les 4 opérations, il y a division, multiplication, addition, soustraction, c'est plutôt la soustraction. Et je vais vous donner un exemple, c'est un exemple de physique. Pour qu'un atome de plomb devienne un atome d'or, il doit perdre un certain nombre d'éléments. Je ne me souviens plus combien, c'est 8 protons peut-être, un certain nombre de neutrons. Il ne gagne pas des éléments, il va en perdre. Ce qui veut dire symboliquement que pour qu'un métal vil devienne un métal noble, il doit perdre des éléments. Et je pense que notre mission de journaliste, c'est justement d'aller vers le plus simple possible. Mais ce n'est pas de la simplification. Le plus simple dans la diversité, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver ce qui est le plus important, le plus essentiel. Le plus extraordinaire, c'est un article de 4 pages qui a un fil rouge, qui a une idée. Et le test, c'est de dire à la personne qui a lu cet article ou qui a vu cette émission de télévision ou qui a écouté cette émission de radio, alors, qu'avez-vous retenu de ce que vous avez lu? Qu'avez-vous retenu de ce que vous avez entendu ou vu? Et si la personne est capable de dire en une phrase l'essentiel, c'est gagné. Mais pour cela, il faut ramer. Ça c'est aussi finalement la parade de la communication. Dire en une phrase ce qui pourrait être dit finalement en des dizaines et des dizaines de chapitres. Prenons l'exemple d'une lessive qui lave plus vert qu'une autre. Peut-être, monsieur Page, vous avez un bon exemple à nous donner où une phrase va taper beaucoup plus et va rendre service beaucoup plus que finalement des tonnes d'articles. Oui, bon, je pense effectivement, on a échangé un exemple concret de comment les médias et Internet vont rendre écologique un produit qui au départ l'était pas. Donc c'est le cas qui est un cas d'école qui est maintenant appris dans les écoles de commerce, dans les écoles de com. C'est le chat éco-efficacité. Donc Henkel veut faire une lessive écologique. Ils font des affiches avec éco-efficacité, la lessive éco-efficace, lave même en eau froide et tensioactif 100% biodégradable. Et puis on creuse, les journalistes enquêtent, il y a des lanceurs d'alerte, des écolos qui regardent, qui voient que premièrement, toutes les lessives sont efficaces à froid. C'est complètement idiot de laver son linge à chaud. Tout le monde le fait, mais c'est idiot, ça ne sert à rien. En plus, ça cuit la saleté. Deuxièmement, les tensioactifs en question, c'est l'huile de palme. Et c'est que 5% de la composition de le chat. Tout le reste, c'est des produits issus de la pétrochimie. Et donc, on se retrouve avec un produit qui n'a rien d'écologique et qui dit qu'il est écologique. Donc, alors, ça monte. Les ONG s'emparent du sujet. Il y a quelqu'un qui va voir dans un cocktail le directeur qui s'occupe de le chat éco-efficacité, qui lui dit, vous savez, faites attention, il y a des ONG là qui s'agitent. Et ils ont la réponse suivante, les chiens aboient, la caravane passe. Parce qu'au départ, ce produit a gagné beaucoup de parts de marché.
Sauf que ça commence à grossir, c'est repris par Greenpeace, c'est repris par d'autres associations. Il commence à y avoir des articles dans la presse marketing, communication. Après, il commence à y avoir une émission, un reportage à 20h sur une grande chaîne. Bref, ça devient un problème énorme. Et on arrive à une situation en 3 mois où quand on clique le chat éco-efficacité, je suis désolé, moi je cite les marques parce que sinon on n'arrive pas bien à voir concrètement de quoi on parle. Donc, quand on tape le chat éco-efficacité, tout ce qui sort sur Internet, sur Google, tout ce qui sort sur Internet, c'est greenwashing, écologie de façade, donc des choses très péjoratives. Et là, ils se retrouvent face à un problème, Henkel se retrouve face à un problème qui est qu'ils ont une marque qui est une pomme avec un verre dedans. Et que le jour où ils vont vouloir la vendre à Reckitt Benckiser ou à un autre, elle coûte 100 millions d'euros de moins à cause de ça. Donc, ils sont obligés de réagir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Sous l'impulsion des ONG, ils vont commencer à discuter avec les ONG, ils vont consulter les parties prenantes, ils vont aller voir l'un l'autre, et ils vont ressortir avec une campagne qui n'est plus du greenwashing, un produit qui n'est plus du greenwashing, qui a l'écolabel européen. Donc, ce n'est pas un produit totalement écologique, mais c'est quand même un produit écologique. Et donc, c'est bien les médias, Internet et Internet 2.0. C'est très important. Ce n'est pas juste Internet, c'est Internet 2.0. C'est-à-dire le fait que non seulement tout le monde reçoit, mais que tout le monde émet. C'est ça qui a fait qu'on est passé d'un faux produit écologique à un vrai produit écologique. Là, on touche à 2 choses qui sont intéressantes. D'abord, il y a le côté communauté, le côté 2.0, et celui-là, j'aimerais l'aborder ensuite avec Leïla et avec vous, Dorothée. Il y a d'abord aussi un premier point qui m'intéresse parce qu'on parle d'économie. Et aujourd'hui, quel est le lien entre aujourd'hui la presse, l'économie et tout ce qui a pu se passer durant ces années des 30 glorieuses où finalement la presse était accoquinée avec l'économie, était accoquinée avec les annonceurs. Aujourd'hui, la situation est un peu plus difficile pour nous tous, on le sait. Donc, quel est ce lien ? Comment, à quelque part, l'économie s'est aussi emparée de ces thématiques-là, et comment la presse économique en est le reflet dans une situation qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui au niveau publicitaire, au niveau de la coquinage qu'on avait les uns avec les autres. Mais je ne sais pas s'il y a une grande implication réciproque avec le publicitaire et le non publicitaire. Par rapport à ce qui vient d'être dit, oui, Internet a joué un rôle considérable et a mis une pression sur les entreprises énorme. C'était déjà le cas avant Internet par les médias, puisqu'on parle du rôle des médias. Et Internet fait partie des médias, hein, mais bien avant un scandale bien couvert par la presse, pour un groupe industriel, c'était quelque chose de très difficilement gérable, et pendant des années. Hein, un groupe comme Nestlé ici, qui fait partie de notre patrimoine industriel, en sait quelque chose, parce que tout à l'heure, dans une autre table ronde, on a parlé. C'est toi qui as parlé des Nestlé tue les bébés. Ça fait 40 ans de cela. Hein, et il y a toujours Nestlé qui tue les bébés dans la tête des gens, et même des générations suivantes qui ont entendu ça de leurs parents. Donc ça exerce une pression considérable. Et aujourd'hui, alors comme journal économique et comme nous suivons les entreprises, je pense, sans forfanterie, que nous sommes dans la presse écrite et même audiovisuelle en Suisse romande aujourd'hui de loin le média qui traite le plus de transition, et on le fait dans une approche business to business. On s'adresse au monde de l'économie et on suit ce qui se passe dans le monde de l'économie. Et ce que je constate, c'est que l'économie, de manière générale, et d'autant plus que les entreprises sont grandes, a complètement intégré la dimension écologique, transition, et surtout ce qu'on en dit dans le public, et justement cette pression du public pour une certaine conformité. Alors, ce qui peut paraître dérangeant pour certaines personnes, en particulier des personnes engagées et voire des personnes militantes, c'est que ça se fait absolument sans état d'âme. C'est pas pour des raisons morales que ça se fait, c'est même pas pour des raisons écologiques. Il s'agit pas pour les entreprises de sauver la planète, il s'agit de permettre aux affaires de continuer de se développer en tenant compte de cet élément extérieur-là et de cette pression-là. Donc tout à fait sans état d'âme.
Si je peux réagir à ça, alors je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je constate aussi de manière générale que la presse, toute presse confondue, est finalement relativement acquise à la cause de la transition écologique ou de la transition énergétique. Et on a au final relativement peu de regards critiques sur cette transition. Et ce qui m'amène une question, en fait, c'est que finalement la presse va permettre d'aider, de faire comprendre au grand public la nature de cette transition, de quoi elle est faite, comment il faut la faire, etc. Mais elle va finalement convaincre et apporter plus d'informations à ceux qui sont déjà aussi parmi le grand public acquis à la cause. Et je me demande s'il n'y a pas ici un risque. Finalement, il y a comme on le sait, on prend le cas de la Suisse, il y a un certain nombre de lobbies dans le secteur énergétique. Il y en a dans d'autres pays, il y a des lobbies aussi dans le pétrolier, dans le charbon. Et aussi les associations faîtières en Suisse qui ne sont pas toujours toutes acquises à cette cause. Il me semble que là, la presse n'a pas réussi du tout à finalement convaincre les non-convaincus. Et je me demande, ma question ici peut-être à vous, journalistes, est-ce que ce n'est pas le fait d'être finalement parti pris implicitement pour cette transition écologique, vous donne vis-à-vis de ceux qui ne sont pas pro-transition écologique, est-ce que ce parti pris ne fait pas dire aux Antilles que finalement, ils ne vont pas vous écouter ? Un problème de crédibilité. Exactement. Oui, non, j'aimerais dire qu'effectivement, les questions écologiques sont souvent très, très complexes. Mais si on les aborde avec discernement, je pense qu'on peut être crédible. Je donne un exemple. Expliquer que rouler dans une voiture, non, même une voiture, disons, classique à 4, c'est plus écologique que rouler tout seul dans une hybride. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. C'est intéressant de pouvoir aussi l'expliquer, de pouvoir montrer qu'effectivement, tout n'est pas forcément tout vert ou tout rouge, mais qu'il y a des différentes nuances à apporter. Et cela demande effectivement du temps. Ça demande, il faut consulter les personnes qui sont vraiment compétentes, qui nous expliquent les choses clairement. Et je voudrais dire aussi une autre chose, c'est récemment, donc je parle de choses que j'ai vécues. Récemment, j'ai fait un reportage sur Nestlé Waters en visitant donc les sites de Vittel, Saxon et Aigné. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis posé la question, mais est-ce que je ne cire pas les pompes de Nestlé en disant des choses qui globalement étaient positives ? Et je me suis posé cette question parce que c'est pas du tout évident quand on est journaliste économique de dire des choses positives sur une entreprise. Parce qu'on a vraiment l'impression, on se dit même sans l'avouer, mon Dieu, je me fais rouler dans la farine. Et finalement, je me suis dit non, allons-y. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai vu, je le dis de manière authentique, est positif. Et non seulement c'est positif, mais ça peut faire école. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se focaliser également sur des aspects positifs, tout en l'expliquant, tout en y mettant peut-être quelques modérations, mais malgré tout, en le faisant. C'est quand même énorme que dans ce métier, on doive s'excuser de parler des choses de manière positive. Non ? Oui. Pas de manière positive, mais moi j'ai une question très naïve que je vais vous poser. On sait que la presse, les médias vivent aussi grâce au sponsoring, grâce à l'argent des annonceurs. Et dans quelle mesure est-ce que justement on n'est pas influencé par l'argent de ces grands groupes ? Et dans quelle mesure est-ce que... Alors ça, j'ai aucune idée, parce que je ne suis pas confrontée dans le sens où nous, on change de modèle financier, mais dans quelle mesure on arrive à garder son indépendance sans dire, vous parlez de Nestlé, vous parlez d'autres, est-ce qu'on n'est pas influencé par nos annonceurs ? Oui, ça arrive qu'on y pense. Et un très bon rédacteur en chef, c'est un rédacteur en chef qui n'y pense jamais. Et ça existe, et je peux vous confirmer que ça existe, et qu'il y a des rédacteurs en chef qui ne regardent jamais les publicités dans leur journal parce que ça les intéresse pas, ils savent même pas qui sont en gros leurs annonceurs. Et ensuite, je ne pense pas
qu'il y ait par rapport à ça des obstacles et des interdits. Ça me fait penser à une critique qu'on essuie souvent. On nous dit toujours pourquoi vous n'arrêtez pas de parler tout le temps dans le journalisme économique d'horlogerie. Vous parlez tout le temps de ces horlogers de luxe, etc. Est-ce qu'il y a une autre raison à cela que le fait que les horlogers font partie de vos principaux annonceurs? Et on dit la même chose dans la GFI ou dans d'autres journaux par rapport aux banques. Eh bien, la réponse, elle est simple, c'est qu'on parle beaucoup plus des startups technologiques que des horlogers et que nous n'avons aucun annonceur dans les startups technologiques dans la presse. Eh bien, nous en parlons quand même beaucoup plus. Ça montre bien que un peu par l'absurde, si vous voulez, ça montre bien que nous ne sommes pas beaucoup moins tributaires que ce que le public imagine. Et je comprends qu'il imagine ça, hein, mais nous sommes beaucoup moins tributaires des annonceurs. Et alors, par rapport à quelle est la puissance des annonceurs écologiques ou non écologiques, moi, je suis pas sûr. Je ne sais pas comment qualifier ça. Est-ce que le plus gros annonceur du pays, Migros, est un annonceur anti-écologique? Et si vous faites un article sur la transition énergétique, Migros va mal le prendre. Je n'ai pas l'impression du tout. Coop non plus. Et beaucoup d'entreprises et d'annonceurs, l'industrie automobile, par exemple, ont dépassé ce stade, à mon avis, depuis très longtemps. Alors moi, je vais passer vous trouverez toujours une expérience démontrant le contraire. Je vais passer la parole à Philippe, parce que je vois qu'il bouillonne à côté. Politiquement incorrect. Je suis tout à fait d'accord avec François Chalère pour dire qu'un vrai et authentique rédacteur en chef ne regarde pas et ne doit pas regarder la pub. Cela dit, j'observe qu'il est rare de voir des articles incendiaires sur l'automobile la veille du salon de l'auto. J'observe qu'il est rare de voir des articles incendiaires sur l'horlogerie la veille de Baselworld. Alors peut-être qu'il n'y a pas de raison, il y a peut-être des raisons que la raison elle-même ne connaît pas. Dorothée, vous voulez réagir aussi? C'est que ce sont quand même les médias. Je vous laisse applaudir. Hein. Ce sont quand même les médias qui ont fait du salon de l'automobile pendant des années, et ça n'a cessé que l'année dernière ou l'année d'avant, qui ont fait du salon de l'automobile un truc qui devait être en premier lieu quelque chose valorisant l'écologie, valorisant la transition énergétique, valorisant les automobiles non polluantes, etc. Et le salon de l'automobile l'a fait pendant des années sous pression des médias, et en l'occurrence sous pression du public aussi, et sous pression des ONG, sous pression des groupes. Alors allons-y en fait. Dorothée, peut-être vous aviez encore une... Oui, peut-être. Quand même, on a une évolution des médias qui n'est pas très positive du point de vue de l'indépendance et des financements de grands groupes, et c'est quand même très préoccupant. On voit bien qu'en France, l'initiative Mediapart, heureusement que ça a été là pour lever un certain nombre de choses majeures. Alors, nous, à Up Magazine, on n'a aucune publicité, on ne dépend de personne, on porte notre projet de manière très, je dirais, indépendante. Et c'est vrai que il me semble que, d'une part, cette formule qui est de l'indépendance, d'autre part, le fait d'être sur Internet et de travailler en mode de fluidité où vous pouvez à la fois citer des blogs, citer des articles de Slate, de tous les coins de la planète, donne une possibilité d'abord d'être extrêmement rapide, mais simple aussi, et surtout d'être connecté, enfin d'essayer de regarder les logiques et les stratégies. Et il me semble que ce qui peut être intéressant, et peut-être là, ce serait peut-être important de voir la pratique journalistique des jeunes. Je crois que les jeunes, les médias, ils ne regardent plus rien au niveau des supports papier. Les jeunes sont complètement sur Internet. Et là, il faut bien voir que qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils essayent de connecter ce qu'ils ont vu dans Cache Investigation avec le documentaire de Marie-Monique Robin. Moi, je suis frappée, par exemple, que le documentaire Monsanto de Marie-Monique Robin, il n'a fait que dire ce qu'on avait pu publier 10 ans avant. C'est-à-dire que l'image, la mise en scène, le côté extrêmement frappant d'un documentaire fait que ça passe à un autre niveau. Donc ça
veut dire que nos mots sont pas suffisamment puissants. Même si on a connu l'alerte au soja four Libération il y a 15 ans, avec des responsabilités de bascule extrêmement importantes, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui bascule, parce qu'il y a une représentation qui cristallise, parce que les médias ont un titre de ce genre-là. Donc il faut toujours faire très attention à qu'est-ce qu'on essaye de dire, qu'est-ce qu'on essaye de révéler. Mais moi, quand même, peut-être j'apporte un regard un peu plus distancié. Je trouve que le gros des médias, je suis pas sûre qu'ils progressent dans un sens d'explicitation de ce qui nous arrive. Voilà, de ce qui nous arrive. Parce que ce qui nous arrive, c'est pas seulement la question de l'écologie, c'est la question du système financier, c'est la question du technomarché, et que c'est parce que les GAFA capitalisent sur des milliards que, là, tout à l'heure, on parlait des médicaments, pourquoi est-ce qu'ils sont si chers? C'est simplement parce qu'il y a une telle surenchère dans l'achat des entreprises que, voilà, c'est des systèmes qui sont en dehors du réel. Et donc, si nous ne sommes pas capables, de manière un peu solide, de rester, d'essayer de revenir à de l'économie du réel, et donc là on retombe sur les notions de bioéconomie qui vont être au cœur d'un événement que j'organise en septembre qui s'appelle le Festival Vivant à Paris. Si on n'est pas capable de remettre l'économie dans les écosystèmes, et ça c'est un enjeu énorme, et ça touche à la question du transhumanisme, donc voilà, il y a vraiment énormément de choses qui fonctionnent ensemble. Oui, Leïla. Je voulais rebondir sur un point que j'ai entendu. On vit un peu à l'ère des algorithmes. Donc dès qu'on dit « je détiens l'algorithme », les investisseurs s'affolent. Ils vont venir investir dans votre société. Et moi, j'en vois beaucoup passer, des jeunes start-upers qui disent « j'ai l'algorithme ». Et en fait, ce même algorithme, il est destiné à quoi? Il est destiné à décrypter les tendances. Ce que le journaliste fait, c'est-à-dire on décrypte les tendances. Et moi, c'est ce qui me gêne fondamentalement, c'est-à-dire que si on va décrypter les tendances, on peut passer potentiellement à côté d'enjeux majeurs. Vous avez parlé des perturbateurs endocriniens. Il se trouve que je n'étais pas forcément intéressée par la question des perturbateurs endocriniens, que j'ignorais au demeurant il y a quelques années. C'est un peu à la mode maintenant depuis 6 mois, 1 an, mais il y a quelques années en arrière, je suis tombée sur des gens qui étaient vraiment engagés sur le terrain, qui se battaient pour essayer de dénoncer justement tout ce qu'on consomme, le plastique, les dentifrices, etc., qui ont un effet sur notre système endocrinien. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance finalement d'être alertée, alors que j'aurais pu encore attendre 3 ans avant qu'un média vienne m'en parler. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que oui, on peut décrypter les tendances. Et aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode, les BuzzFeed, enfin toutes ces plateformes qui valent des milliards, elles ont une telle valorisation parce qu'on va les chercher en disant « Oh, qu'est-ce qui a alerté aujourd'hui la twittosphère, ou qu'est-ce qui a alerté la communauté Facebook ?» C'est Brexit, c'est ci, c'est ça. Puis après, on passe à côté d'enjeux majeurs. Et c'est là où je dis où le citoyen a un rôle à jouer, où les gens qui sont tous les jours engagés pour essayer de dénoncer des cas, c'est là où on va aller puiser l'information, et il faut accepter. Et parfois, j'ai tendance à penser, enfin c'est ce que j'ai ressenti, alors heureusement pas vous qui êtes ici présents, mais souvent les journalistes en disant mais non, mais les citoyens n'ont rien à dire, comment ça, enfin moi vraiment quand je suis arrivée en disant je veux lancer une chaîne de télévision citoyenne, on m'a ramassée en disant mais pour qui tu te prends, on n'a pas besoin de toi, l'information est suffisamment traitée, etc. Et je pense qu'il faut oser le reconnaître. Oui. J'ai besoin de réagir. C'est sûr. Donc moi, je pense qu'alors, je suis plutôt d'avis que les médias en général ont une très grande indépendance, en tout cas pour ce qui a trait à la transition écologique, une très grande indépendance vis-à-vis du tissu économique. Et je ne suis pas inquiet, je n'ai pas vu d'article qui encensait les mines d'uranium ou ce genre de choses. Donc, je ne suis pas inquiet de ce point de vue-là. Par contre, où je suis
alors beaucoup plus inquiet, c'est une indépendance à l'égard des faits scientifiques qui parfois n'est pas toujours avérée. Et vous parliez tout à l'heure, on ne voit pas d'articles contre l'industrie automobile le jour avant le salon de Genève, ou même chose pour l'horlogerie. Alors pourquoi, mon Dieu, est-ce qu'on voit tant d'articles où on donne la parole à des climato-sceptiques les jours avant la COP21? À quoi ça sert? Et pour moi, c'est une volonté de faire du buzz, de faire de la provoque, en donnant la parole à des gens qui n'ont absolument aucune crédibilité scientifique, aucune, qui finalement ternissent 30 ans de travail scientifique qui sont arrivés à montrer dans le climat, à partir de quelque chose qui était très incertain, effectivement, il y a 30 ans, mais après 30 ans de recherche de milliers de scientifiques, on arrive à montrer que les bouleversements climatiques sont quelque chose qui existe réellement. Et finalement, les médias, les mauvais médias, je pense, mais je me réjouis d'avoir votre avis, pourquoi est-ce que les médias donnent tant la parole à des climato-sceptiques qui finalement n'ont pas de crédibilité? Mais je pense qu'il y a un biais dans ce que vous dites quand même. Vous parlez des médias qui donnent tant la parole à des climato-sceptiques. Non, pas tant que ça. Non. Combien est-ce qu'il y a d'articles sur les changements climatiques et combien est-ce qu'il y a d'articles sur le supposé non-changement climatique? C'est un rapport de 1 à, je ne sais pas, de 250. L'impact n'est pas dans un rapport de 1 à 250. C'est-à-dire? Parce que quand on donne la parole à un climato-sceptique, souvent qui sont, je veux dire, le dernier que j'ai vu, c'était un guide de montagne qui disait que le changement climatique n'existait pas. Puis, alors, quelle crédibilité il a. Mais l'impact sur le public est absolument désastreux. Derrière, moi en tant que scientifique, j'ai des tonnes d'emails qui m'arrivent le lendemain en disant « Ah, vous n'avez pas vu l'article quand même, alors qu'est-ce que nous disent les scientifiques? Alors c'était pas vrai, c'est finalement le guide de montagne qui a raison et les 10 000 scientifiques qui ont tort. » Je vais être obligé de vous couper parce que tout le monde nous attend en fait. Je vois qu'on avait un petit quart d'heure de retard, donc on va finir dans 5 minutes. Je suis désolé de couper comme ça, mais je voudrais quand même arriver... J'ai une réponse courte. Ouais, mais en fait, il faut qu'on passe vraiment à cette partie où à quelque part, pour moi c'est important. Pour moi, un des rôles des médias, c'est d'être à quelque part l'oreille et la voix de la société civile. Et puis j'ai juste envie de passer la parole à la société civile qui est là pour qu'ils puissent un petit peu poser 2 questions, vous poser 2 questions, parce que comme on doit couper court d'ici 5-10 minutes parce que c'est la fin de la journée et puis qu'il faut qu'on termine, on pourra continuer ces conversations passionnantes ensuite en aparté. Je vous ai dit, en 50 minutes, on n'y arrivera pas, mais j'aimerais passer la parole à la salle et puis pouvoir poser 2 questions. Donc, qui se lance, qui a envie de nous poser une petite question? Monsieur. Oui, avec les lunettes et chemise blanche, excusez-moi. Allez-y. Bonjour, merci de me donner la parole. Merci pour vos interventions et la probité des journalistes que nous avons ici, qui à mon avis ne sont malheureusement pas représentatifs du monde journalistique en général. Vous avez cité, M. Pache a notamment cité l'exemple de Henkel avec il y a d'autres exemples avec Nestlé par exemple, où c'est toujours la société civile qui a commencé à faire du bruit, qui a utilisé ses propres moyens, alors que les médias ne les ont pas relayés jusqu'au moment où il n'y avait pas le choix. Est-ce que vous pouvez expliquer pour quelle raison, si ce n'est celle de préserver les annonceurs ou les intérêts économiques? Puisque souvent, la provocation, la vérité dans ces cas-là, vient du terrain, de la masse, mais que les médias ne les relayent jamais alors qu'elles en ont l'information, alors qu'elles le devraient peut-être pour assumer leur rôle dans la transition écologique. Qui veut répondre à ça? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Pour avoir travaillé avec les lanceurs d'alerte, que ce soit pour Pierre Ménéton, qui a travaillé sur le sel et le sucre, qui a ajouté à l'alimentation de manière monstrueuse, et tout un tas d'autres lanceurs d'alerte par rapport aux aflatoxines dans les aliments, etc. Il me semble que l'information est certainement présente à bas niveau dans les rédactions. J'ai travaillé en quotidien il y a une vingtaine d'années. La question, c'est est-ce qu'on fait l'investigation?
et est-ce qu'on va sur le terrain? Parce qu'il y a une vraie question là-dessus de terrain. Et Mediapart, là-dessus, a fait un choix très précis d'arrêter d'investir sur le flux, puisque c'était traité par les autres, il le donne. Mais vous savez, il y a ce système où vous avez aussi la blogosphère et toute la partie où la société civile s'exprime et où les journalistes mettent en avant des choses qui émergent depuis la partie de Mediapart qui est ouverte à la contribution. Donc il y a un système vraiment très très intéressant. Je vous invite, ceux qui ne connaissent pas, à aller voir l'invention d'Edoui Plenel là-dessus, du point de vue de donner de la valeur à l'investigation des journalistes et donner de la valeur à la possibilité de monter en puissance de la société civile, mais de manière un peu contrôlée, raisonnée et intelligente. Mais pour revenir de manière précise à votre question, les lanceurs d'alerte, en l'occurrence, que j'ai pu voir de près, c'est qu'ils se retrouvent face à une espèce de mur. Vous savez qu'il y a ces marchands du doute. Vous savez qu'il y a des gens qui sont payés pour dire le contraire de la vérité aussi. Dans l'industrie de ces cigarettes, on connaît le scandale de Philip Morris, on en connaît beaucoup d'autres, des scandales. Donc ils y sont. Mais pour vraiment aller au fond des choses, ça demande du temps, et Cache Investigation, ça demande du temps. Les journalistes aujourd'hui, ils sont au fond du desk, ils sont dans leur bureau et ils vont très peu sur le terrain. Il faut avoir un très fort réseau, il faut avoir une vraie aussi autorité par rapport à l'espace public pour mener tout ça. Et moi, je ne suis pas sûre qu'on progresse tant que ça. Ce qui progresse, c'est la capacité de la société civile à monter dans l'expression par le fait qu'on a Internet et la blogosphère. Ça, c'est un atout. Merci Dorothée. En fait, je vais laisser le dernier mot à Philippe, parce que je suis sûr qu'il va nous faire un très beau dernier mot sur le rôle des médias, etc. Et puis comme ça, on arrête. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est possible que dans les prochains mois, vous savez que ce dont vous parlez, on en parle au sein des rédactions. Il y a même des réformes qui sont en cours et on s'achemine de plus en plus vers des magazines qui vont ne faire que de l'investigation, qui vont se donner le temps de faire de l'investigation, de la recherche, le temps et les moyens, et puis d'autres médias qui peut-être seront dans la rapidité, dans le flux de l'information. Mais moi, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas faire les deux. Un journaliste sérieux, à moins d'être haut potentiel, ce que je ne suis pas, moi je suis observateur de haut potentiel, je n'arrive pas à être à la fois dans l'infiniment long et dans l'infiniment court. Voilà.